C'est parti pour le débat politique du Grand Soir. Marie-Noëlle Lienemann est avec nous ce soir, sénatrice GRS de Paris, élue du 3e arrondissement. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Fabienne Keller, également la vice-présidente du groupe Agir, députée européenne. Bonsoir. Bonsoir. Jacques Millard, le maire, les Républicains de Maison Lafitte. Monsieur le maire, bonsoir. Et bienvenue également à Richard Ramos, député Modem du Loiret. Monsieur le député, bienvenue. Bonsoir à vous. On va commencer, si vous le voulez bien, par cette info qu'on a appris il y a quelques minutes et qui fait déjà le buzz, qui fait réagir énormément. C'est un article du Parisien sur la polémique Youssoupha. Vous avez entendu parler de cette polémique. Vous savez, ce rappeur qui avait été, ce rappeur qui avait été l'auteur d'une chanson qu'on avait présentée comme l'hymne des Bleus pour l'Euro. On va écouter quelques notes. Chaque blase est lourde de sens, ces jours de chance, mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France. Millions de supporters quand je pose, note mon nom sur ta liste. Et sur mon maillot dans le dos, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu. Alors il y avait une polémique, non pas sur cette chanson relativement consensuelle, mais sur Youssoupha lui-même à cause de paroles prononcées par le passé, paroles insultantes envers Marine Le Pen ou envers Éric Zemmour. Polémique notamment lancée par Jordan Bardella. Et le président de la Fédération française de foot, figurez-vous, fait marche arrière. Il l'annonce dans le Parisien de demain. Il dit que ce sont les jeunes salariés du service commercial qui ont eu cette idée pour accompagner le dévoilement de la liste des sélectionnés pour l'Euro. Youssoupha, dit-il, est un beau rappeur qui, comme d'autres, a pu avoir des paroles déplacées. Je crois que nous n'aurions pas dû le faire. Marie-Noëlle Lienemann, est-ce qu'il plie ici Noël Le Graët devant la pression du Rassemblement national? Est-ce qu'il a raison de faire marche arrière ou pas? Non, parce qu'une fois qu'on assume, parce que Gainsbourg a eu des propos à certains moments, ou Renaud, sur la France qui tapait dessus, ça n'empêche que c'est un des grands chanteurs français qui incarne notre pays. Donc, il fallait plutôt s'en tenir à la chanson elle-même et puis arrêter aussi de passer son temps à vouloir tout politiser à tout moment, quoi. Moi, je pense qu'il a eu tort. Jacques Millard. En même temps, c'est pas grave. Il s'est pris dans le tapis parce qu'effectivement, il choisit quelque chose, ensuite on y revient, ça fait désordre. Ah bah oui. Ça fait désordre. Donc il assume qu'il se débrouille. Très franchement, il y a beaucoup d'autres chanteurs qui pourraient vanter les Bleus. Ce qui a été passé à l'antenne n'est en rien tout à fait injurieux à l'égard de l'équipe, hein. Donc je crois qu'il faut relativiser, mais ce qui est certain, c'est que c'est pas comme ça qu'on agit. Et avant, il faut véritablement savoir où on va et qu'est-ce qu'on assume ou qu'on n'assume pas. Ce qui fait parler Fabienne Keller, c'est que, comme c'est le Rassemblement national qui avait soulevé cette polémique, Noël Le Graët est soupçonné de céder à la pression du RN. C'est le cas ou pas? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête de M. Le Graët, mais je constate que cette chanson pourrait être tout à fait consensuelle et je trouve que c'est dommage. Non, mais il n'y a pas de problème sur la chanson, mais sur le rappeur. Non, mais si on l'efface et que ce n'est pas l'hymne, on y renonce. Le RN a une influence qui est surprenante. Richard Ramos. Moi, je pense qu'on aurait pu la garder. Elle est bien, elle est jeune. Je crois que le football, c'est aussi ce qui rassemble. Bon, voilà. Après, je pense que Mme Le Pen aussi a pu avoir des fois des propos dépassés dans le passé. Donc, prenons ce qui est présent et qui marchait bien pour nos Bleus. Voilà. Donc, je pense qu'on n'aurait pas dû céder à cette pression. Et puis, c'est tellement inutile. Et en tout cas, par ailleurs, derrière, il y a quand même la contestation récurrente du Front National de la diversité des joueurs français sur le terrain. Dont certains. Alors là, c'était pas du tout là-dessus, hein. Non, mais on peut quand même imaginer que tout ça n'est pas neutre, quoi. Il y a une certaine cohérence. Bon, moi, je pense que de toute façon, honnêtement, cet hymne, il faut prendre l'hymne pour ce qu'il est. Allez, autre article à lire qui n'a rien à voir, la longue interview d'Emmanuel Macron, le président, dans le magazine Zadig. Il donne sa vision de la France, ma France, hein, donc selon Emmanuel Macron. Il y a plein de choses intéressantes sur la repentance, la mixité, l'immigration, la violence et même le Moyen-Âge, figurez-vous. Et oui, Nivine Potros a pu le vérifier. Que dit-elle, cette interview, Nivine? Alors effectivement, il y a une comparaison assez originale entre l'époque que nous traversons, cette épidémie, et le Moyen-Âge. Emmanuel Macron dit ceci: cette pandémie est de la métaphore de notre époque. On revit des temps, au fond, très moyenâgeux, les grandes jacqueries, les grandes épidémies, les grandes peurs. On a retrouvé dans cette période récente toutes les grandes passions françaises pour la liberté et pour l'égalité. Le chef de l'État revient également en détail sur le mouvement des Gilets jaunes. Il dit ceci: avec les Gilets jaunes, il s'agit d'un retour de la violence dans la société. On retrouve l'un des fondamentaux de notre vieux pays, fait de jacquerie, cette idée que lorsque la colère et la peur se nouent, tout devient possible. On a vu des gens mener des combats qui n'avaient parfois rien à voir les uns avec les autres.
Et effectivement, retour en arrière, Nivine, regard en tout cas sur le passé, mais Emmanuel Macron fait aussi une déclaration d'amour à la France et à ses territoires. Effectivement, et notamment à un département, la Seine-Saint-Denis, c'est l'un de ses départements préférés, dit-il. Et il dit notamment ceci: je vais vous décrire en vous demandant de fermer les yeux. Le département le plus jeune de France, avec 2 aéroports internationaux, le plus important stade sportif français et le plus grand nombre de créations de start-up par habitant. Il ne manque que la mer pour faire la Californie. Et à propos de la Seine-Saint-Denis, il écrit aussi ceci: ce département a un rôle de cœur en quelque sorte. Alors Emmanuel Macron est également revenu dans cette longue interview sur la polémique autour des statues déboulonnées. Il dit ceci: je souhaite que l'on puisse remettre à la fois la statue de Voltaire et celle du général Dumas, premier général mulâtre, à leur place à Paris. C'est la condition pour dépassionner le sujet pour toutes les immigrations africaines. Et justement, à propos d'immigration, le chef de l'État dit: la France est une volonté de chaque jour, ce n'est pas une identité figée. Il faut dire à ces hommes et à ces femmes: vous qui êtes là par la cruauté de l'histoire, par la volonté de vos grands-parents, de vos parents ou par la vôtre propre, vous êtes une chance pour notre pays. Merci beaucoup, Nivine. On va revenir sur certains de ces aspects dont vous nous avez parlé. D'abord, le côté moyenâgeux, Richard Ramos. Est-ce que la France est dans un état comparable à cette époque, avec les peurs, les jacqueries et les épidémies? Est-ce que c'est un diagnostic que vous partagez? Alors, c'est quelque part comme une espèce d'imagerie. Ah oui. Mais il y a quelque chose en France d'assez féodal, finalement. Et donc, sur lequel on a gardé cet esprit féodal. Et donc, je pense que... C'est Jupiter, non et je pense que quand le président dit ça, je pense que c'est cet esprit féodal, qu'il a voulu dire et qui est toujours présent en France. Pas toujours, qui revient. Il y a des féodalités qui se reconstituent et qu'on ne veut pas attaquer. Quand vous voyez la manière dont se constitue une forme de caste et de féodalité, par exemple de Bercy, des hauts fonctionnaires qui répètent la même logorée entre eux et dans le pays, et qui par ailleurs décident beaucoup trop sans contrôle du peuple. Quand je dis du peuple, je pense aussi aux assemblées d'abord. Et vous avez des féodalités économiques et sociales qui se reproduisent. Et il y a dans ce mécanisme quelque chose de très inquiétant. Et qu'un président n'est pas là pour nous commenter dans quel état on est, mais plutôt de nous projeter sur la volonté de transformer. Il était, pardon, là, c'est sur interview, on lui demandait ce qu'il pensait de la France. Voilà. Mais je pense que la grande peur qu'on a vécue et qu'on vit encore, les Français, ce qu'on vit avec la Covid, c'est quelque chose qui est une peur qu'on n'aurait jamais pu imaginer, comme si on était emmené par un élan qui était un élan de modernité, puis on s'aperçoit aujourd'hui. Donc je pense que c'est de ces peurs-là aussi. Jacques Millard. Oui, je voudrais d'abord saluer Éric Fotorino parce qu'il a longtemps habité Maison Lafitte. Donc j'ai vu que le président de la République n'a pas passé sa main sur Maison Lafitte. J'en suis fort mari. Non, il y a un moment, il faut quand même regarder les réalités. Entre 1350 et 1450, la France a perdu la moitié de sa population. Les Allemagnes, les 2/3. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement la Renaissance est venue avec l'acculturation du Moyen-Âge. Mais dire qu'on est dans cette période-là, il y a un moment, il ne faut rien connaître à l'histoire et vraiment aux tragédies que notre peuple a connues. Alors, non mais... Oui, c'est justement, il y a un moment, ça suffit. Quand j'ai vu véritablement, Fotorino a fait un coup génial en ayant 27 pages de texte qui va lui permettre de vendre un numéro qui sont très très bien faits, parce que moi je les ai regardés très souvent, mais de grâce, il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Je le dis comme je le pense. Fabienne Keller, c'est aussi, il le dit pour ça, le président, il parle de Moyen-Âge, parce que Jacques Millard l'a dit, après le Moyen-Âge, c'est la Renaissance. Et lui, évidemment, il se place dans cette optique-là. Bien sûr, aussi parce que on a oublié qu'au Moyen-Âge, c'était les épidémies, les grandes épidémies. Les guerres. C'est un peu ce qu'on a vécu, mais qui a trouvé une issue positive à travers la Renaissance et les Lumières. Donc, un peu plus tard. Donc, je pense que c'est c'est une récit sur la une Renaissance allégorie va pas être quand crédible, même. Parce que c'est plutôt le côté retour en arrière que les gens Non, pas du pensent. tout. Attendez, je termine. Donc, je pense que c'est cette dimension positive, c'est-à-dire un peuple qui trouve des ressources créatives. C'est cette renaissance de la France que maintenant il
à arpenter, qu'il connaît mieux dans ses territoires. Moi, je l'ai vu dans les quartiers sensibles. C'était au sud de Paris, à l'occasion d'un grand débat. Il a vraiment pris le temps de s'immerger dans ces territoires qui n'étaient pas forcément ceux qu'il connaissait le mieux et de partager le vécu des gens. Donc, je pense que pour lui aussi, il est convaincu de cette capacité de la France à repartir de ses forces. Nous avons des capacités effectivement à rebondir, on l'a montré à travers la dernière crise de 2008, on l'a montré après la Deuxième Guerre mondiale. On a des capacités pour rebondir, mais encore faut-il qu'il y ait une cohérence, encore faut-il qu'il y ait un projet, encore faut-il que ça mobilise toutes les classes et pas simplement, je dirais, taper sur les ENA parce que ça fait bien ou supprimer le statut des préfets. Enfin, il faut arrêter avec les gadgets. Je pense quand même, c'est que les capacités de rebond d'un pays, elles sont pas... Tout le monde dit on va rebondir, mais quels moyens on se donne? Parce que dans la même période, j'observe quand même que depuis quelques années, on a reculé fondamentalement en commerce extérieur. On a de plus en plus de difficultés à valoriser notre innovation. On perd des chercheurs et des gens qui vont à l'étranger. On a des problèmes de niveau scolaire et d'inégalité scolaire. Ça, des problèmes, il y en a. Et donc, justement, non, mais attendez, lui, il essaie de se projeter sur l'après et le rebond. Les capacités de rebond ne peuvent pas être portées par ceux qui ont fait l'inverse. Qui nous ont Richard Ramos. Je vais vous dire, quand j'ai lu l'article, je me suis dit peut-être que, vous savez, on nous parle de maison commune entre tous les piliers de la majorité, et je me suis dit peut-être qu'il est en train, il est en train de parler de renaissance, et on verra peut-être que le nouveau nom de cette maison commune, la bannière, je me suis dit quand j'ai lu l'article, il est en train de préparer, ce sera la maison de la Renaissance, et on verra peut-être que ce soir on aura décrypté. C'est pas bête. Européenne, déjà. Exactement. C'est une bonne idée. Et je pense que c'est faites ça qu'il est en train de préparer, c'est-à-dire cette bannière sur la Renaissance. Sans doute, vraisemblablement. Ce qui prépare aussi, c'est son voyage pour le Rwanda demain. On va voir ce qu'il dira sur le rôle de la France au moment du génocide. Emmanuel Macron, il a été accusé, c'est vrai, plusieurs fois d'être dans la repentance. Par exemple, quand il a parlé de la colonisation pendant la campagne présidentielle comme d'un crime contre l'humanité. Alors cette accusation de repentance, il la récuse tout en disant qu'on peut quand même revoir l'histoire. Est-ce que c'est revoir l'histoire dans la durée, c'est en même temps possible sur le volet historique des choses, Jacques Millard, ou pas? Cette affaire de Rwanda ça me reste en travers de la gorge. Pourquoi? J'ai passé 6 mois dans la fameuse commission sur le Rwanda. Quand on accuse la France de ne pas avoir vu venir ce qui allait se passer, c'est faux. Mitterrand a déclaré « Attention, ça va être terrible » lorsque l'avion d'Aberama revenant d'Arusha a été abattu. Par qui? Parce qu'il faut savoir que Kagame, qui a été le chef des services secrets de l'Ouganda, n'a eu de cesse d'attaquer à longueur de temps le gouvernement qui était donc à Kigali et qu'il a eu des armements, notamment de la part des anglo-saxons. Donc il ne faut pas aller au Rwanda pour... C'est le voyage de la honte pour moi. Et surtout parce que, lisez, il y a un article très intéressant de l'Économiste du 27 mars de cette année qui dit clairement Paragon, c'est-à-dire vertu en parlant de Kagame, ou prison. Il y a des ouvrages, les anglo-saxons découvrent un homme qui a fait assassiner son chef des services secrets, qui change très régulièrement de toute sa garde autour de lui parce qu'il a peur. Et quand on songe que cet homme a passé, je dirais, le Rwanda de la francophonie au Commonwealth, mais les bras m'en tombent. Plus généralement, est-ce qu'il est dans la repentance, le président Fabienne Keller? C'est la faute. Au-delà du Rwanda, c'est un reproche qui lui est fait généralement. Je ne crois pas que la repentance soit le bon terme. Il veut regarder l'histoire en face, dans sa réalité. Et l'histoire n'appartient pas aux élus, elle appartient aux historiens. Oui, et il faut avoir le courage. Et il faut avoir le courage de la regarder en face. Et aussi réconcilier les regards croisés. C'est-à-dire qu'on va s'adouber à quelqu'un qui a du sang sur les mains. Non, il faut simplement prendre le recul et accepter de dialoguer avec les peuples pour construire aussi des perspectives. On ne construit pas sur des cendres, on construit sur le respect. Et le travail des historiens, la réalité, les faits, c'est les seuls qui soient réalistes. Richard Ramos, s'il vous plaît, chacun son tour. Richard Ramos, est-ce que vous saluez la démarche présidentielle aussi? Non, moi j'avais été, quand j'ai été élu député, moi je suis fils de pied noir, et ce qui s'était dit sur l'Algérie m'avait choqué. Oui. C'est-à-dire que
parce que Le côté crime contre l'humanité, ce qu'il avait dit. Sur ce qu'il avait dit m'avait choqué. Je lui avais écrit au président de la République. Et je dis souvent, l'histoire, on n'est pas historien, on est élu, mais il faut la regarder dans son ensemble. Et vous avez répondu ? Il m'avait répondu. Vous avez dit quoi ? Il m'avait répondu que j'avais en partie raison. En partie raison. Parce que, par exemple, je racontais, nous, les fils de pieds noirs, nous sommes nombreux en France. Et nous faisons partie du futur qu'on a écrit avec l'Algérie. Alors qu'on va toujours regarder les Algériens de deuxième, troisième génération. Et je disais, on fait partie de cette histoire-là. J'ai jamais vu des fils de pieds noirs retourner en Algérie avec des délégations françaises. Moi, je suis contre la repentance, toutes ces affaires-là. Et je suis contre ce qu'on nous appelle du passé. C'est-à-dire que nous, on a envie de reconstruire. Moi, je fais partie du groupe d'amitié franco-algérien. On a envie d'écrire l'avenir. D'avancer, et donc, ça me gêne, cette repentance constante. Voilà. Et donc, ça m'avait un petit peu choqué déjà à l'époque. Marie-Noëlle Lienemann. Moi, je partage l'idée que la repentance n'est pas forcément une bonne chose. Je rappelle que dans la religion catholique, une fois qu'on s'est confessé, on peut refaire les mêmes turpitudes que par le passé. Ça ne vous garantit de rien du tout. La repentance, c'est un acte moral. Ce qui est fondamental, c'est qu'on assume et qu'on regarde notre histoire avec l'esprit critique de ses forces, de ses faiblesses et surtout de en quoi cette histoire doit irriguer nos capacités d'agir pour le truc. Mais l'histoire, elle n'est pas monolithique. Et sur le Rwanda, ce serait une erreur de ne pas voir qu'il y a eu une guerre informationnelle contre la France, menée par des intérêts anglo-saxons, notamment ceux qui, dans le Mozambique, souhaitent prendre un certain nombre de positions contre des grandes entreprises françaises, etc. Donc on est dans un jeu diplomatique, un jeu d'influence sur lequel il faut qu'on soit précautionneux de ne pas être comme le taureau qui va dans le carré rouge. Il faut donc regarder avec objectivité. Premièrement, ce n'est pas la France qui a fait le génocide. Deuxièmement, et ce n'est pas la France qui a entretenu le génocide. Donc, ne nous trompons pas de responsabilité. Après, regardons ce qu'a fait l'armée française ou ce qu'elle n'a pas fait. Est-ce qu'elle était en situation de faire ou pas faire ? Mais moi, je le dis, il y a eu un travail de sape de l'image de la France à travers cette question du Rwanda. Je ne dis pas que tout ce qu'on a fait est parfait, mais je vois bien les intérêts qui sont mis en mouvement et qui sont depuis longtemps. Et comme le temps passe, ceux qui étaient là pour justement dans les commissions d'enquête ont montré que c'était beaucoup plus complexe, etc. On n'entend plus leur voix. Ceux-là ne sont plus là. Je voudrais insister sur un point. C'est que le rapport de Clerc, il focalise sur une période qui est 94 et quelques années après. C'est oublié qu'auparavant, il y a eu des massacres par Kagame menés sur le gouvernement Hutu. Qu'après, il y a eu à nouveau des massacres qui se sont poursuivis, notamment au Zaïre à l'époque, sur des Tutsis qui ont massacré les Hutus. Et la fameuse résolution des Nations Unies, elle ne parle pas de Hutus ou de Tutsis, elle dit le massacre des civils. On verra. Voilà. Et la France a été le seul pays avec le pape à dire il y a génocide et il faut intervenir. On verra ce et que donc, dit... il n'est pas acceptable qu'on se fasse traîner dans la boue. Et ce voyage est une faute. On verra ce que dira Emmanuel Macron lors de ce voyage. Pour l'instant, nous n'en savons rien, évidemment. Et on le commentera, évidemment, à ce moment-là. Vous restez avec nous parce que dans quelques instants, le vaccin sera-t-il obligatoire ? Emmanuel Macron avait toujours dit que non. Et aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement a semblé quand même un peu ouvrir la porte. À tout de suite. Le débat politique du Grand Soir, ça continue toujours avec Fabienne Keller pour Agir, Marie-Noëlle Lienemann, la GRS, Richard Ramos, le Modem, Jacques Millard, les Républicains. On va revenir sur cette recommandation de l'Académie de médecine, rendre le vaccin obligatoire pour certaines professions en tout cas. Nivine Potros, dites-nous dans le détail ce que préconise l'Académie de médecine. Alors effectivement, pour l'Académie de médecine, la campagne vaccinale, elle va forcément ralentir parce que bien de nombreux Français hésitent à se faire vacciner ou ils sont tout simplement opposés. Ça représente environ 30% de la population française et on pourrait se retrouver dans la même situation que les États-Unis ou Israël. Vous le voyez, ils ont atteint quasiment un plateau de la vaccination. 63% des Israéliens ont reçu une première injection. C'est quasiment un Américain sur deux. Le problème, c'est qu'on est loin de l'immunité collective. Selon l'Académie de médecine, on l'atteindra quand 90% de la population sera vaccinée, 80% en comptant les Français, mais on est loin de ces chiffres. Les chercheurs recommandent donc de rendre la vaccination obligatoire en commençant par certaines professions. Les professions prioritaires, c'est les médecins, c'est les infirmiers, les pompiers, les policiers, mais également les employés de supermarchés, de la restauration, des lieux culturels
et également les étudiants, car c'est l'autre recommandation de l'Académie de médecine, élargir la vaccination aux enfants et aux adolescents dès que les protocoles vaccinaux seront homologués pour ces tranches d'âge, sans quoi l'épidémie elle pourrait reprendre rapidement. Merci beaucoup, Nivine. Alors, ces recommandations, elles ont évidemment été commentées toute la journée et on attendait de voir ce qu'allait en dire le gouvernement. Eh bien, Gabriel Attal a surpris aujourd'hui parce que, contrairement à ce qu'a toujours affirmé Emmanuel Macron, les choses pourraient peut-être, pas tout de suite, mais un jour changer. J'entends les recommandations qui sont faites, les propositions qui sont faites sur ce sujet. Elles font écho aussi à des travaux scientifiques qui, aujourd'hui, requestionnent la part de la population qu'il conviendrait d'avoir vaccinée pour arriver à l'immunité globale et collective. Mais je redis qu'aujourd'hui, notre objectif, et je pense que ça va nous occuper encore pour un certain temps, c'est de vacciner celles et ceux qui souhaitent se faire vacciner. Encore une fois, ils sont très nombreux et il faut s'en réjouir. Et évidemment que le moment venu se posera toutes les questions qu'il faut se poser pour arriver à l'immunité globale et à la capacité à mettre l'épidémie derrière nous. C'est un terrain très glissant, évidemment. Il marche sur des œufs, Gabriel Attal. Jacques Millard, est-ce qu'il n'est pas en train un peu de préparer le terrain quand même ? Bien sûr qu'il prépare le terrain. Mais contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser, lorsque le président a dit « je ne veux pas le rendre obligatoire », il y avait une forte opposition à la vaccination. Et donc, il valait mieux y avancer prudemment. Maintenant, je suis intimement convaincu qu'il va falloir la rendre obligatoire. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a rendu obligatoire, par exemple, le port de la ceinture. Au début, il y avait quelques opposants. Le gouvernement a dit « vous allez rouler à droite et pas à gauche ». Bon, donc il y ait dans la fonction gouvernementale la possibilité, avec l'accord du Parlement bien évidemment, d'imposer des règles. Maintenant, il faut prendre en compte, la faisabilité de vacciner tout le monde, parce que ça, encore faut-il qu'il y ait les doses, exactement. Et deux, ne pas nous dire que bien sûr on ne voulait pas vacciner, le rendre obligatoire, tout simplement parce qu'il y a eu un ratage à l'allumage. Il faut aussi prendre les choses telles qu'elles se sont séquencées. Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que vous êtes aussi sur cette position ouverte que vient de développer Jacques Millard ? Je suis sur une position ouverte. Je pense que ce que dit l'Académie des sciences est exact, de médecine, médecine est exact, parce que la mutation des virus est plus forte quand il y a un maintien avec des gens vaccinés d'un côté et pas tout le monde, en tout cas pas suffisamment. Mais c'est quand même une privation de liberté, une privation de libre arbitre. Et encore, quand vous êtes comme moi, vous avez eu des vaccins quand vous étiez enfant. Oui. Vous avez eu le BCG. Quelle liberté ça vous a enlevé ? J'étais enfant, comme vous l'avez dit, je n'étais pas en âge de décider. Et alors, ça change quoi ? Ça veut dire qu'on fait subir aux enfants des choses qui seraient inacceptables. Et d'ailleurs, on peut se refaire vacciner de toute une série de choses avec des rappels quand on est plus grand. Donc justement, moi je pense qu'il est fondamental d'aller vers ça. Je pense qu'évidemment, il faut d'abord travailler au maximum la conviction, parce que le seuil d'obligation, on peut y passer quand le seuil de conviction est déjà très fort dans la société. Il a progressé. Il peut progresser encore si on vaccine plus vite. Et troisièmement, il faut que surtout, si on dit que c'est obligatoire, il ne faut pas manquer de doses. Et il faut être capable d'organiser ça, pas comme on l'a vu jusqu'à présent. Et ce qu'on voit là, c'est les vaccins qui sont déjà obligatoires, non pas pour les enfants, mais pour les adultes. On a vu que ça a été effectivement rendu obligatoire. Et le tétanos, heureusement pour les adultes, qu'il y a des rappels. Fabienne Keller. Alors, cette vaccination obligatoire, on ne peut y arriver effectivement que quand on aura assez de doses pour vacciner tous ceux qui le souhaitent. C'est vraisemblablement un objectif qui sera atteint fin juin ou début juillet, puisqu'on a énormément de doses livrées. Alors, mais vous avez vu ce petit plafond en Israël, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, ça arrive à chaque fois. Bien sûr, mais une réalité très importante, c'est que chaque jour, on apprend des nouvelles choses sur cette pandémie, et notamment sur la vaccination, puisqu'elle n'a vraiment commencé dans de nombreux pays que depuis le début de l'année. On cherche toujours les mêmes exemples. Israël et les États-Unis. Et le Royaume-Uni. Et j'allais dire, le Royaume-Uni commence à monter en puissance, mais plutôt avec l'AstraZeneca, pas forcément. Ils sont plus qu'en monter en puissance, ils sont largement devant nous. Non, je parle des études. Donc, on a des études sur l'impact, mais plutôt avec l'AstraZeneca qu'avec le Pfizer, que nous pratiquons beaucoup plus, pour lequel l'adhésion est plus forte. Donc on va avoir des études qui vont conforter, peut-être pas, mais qui risquent de conforter le fait que on est moins contaminant, on a moins de formes graves, on a moins tel et tel type de conséquences.
Et puis, il y a ces études en cours sur les jeunes pour savoir s'il faut ou pas plutôt insister sur la vaccination jeune plutôt que l'obligation vaccinale pour les adultes. C'est ces arbitrages qui sont en train d'être réfléchis de toute évidence entre l'Académie de médecine, l'Institut Pasteur et un certain nombre de spécialistes. Donc, laissons du temps au temps. Mais moi, je suis impressionnée, comme ça a été dit, par le nombre de personnes qui ne voulaient pas du tout du vaccin au début et qui, voyant... C'est vrai que l'évidence britannique à côté, ils nous sont quand même assez proches. Il y a quand même montré que c'était efficace. Il y a quand même un petit problème politique. Écoutez ce qu'a toujours dit Emmanuel Macron là-dessus. Il a dit le contraire. Je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. J'ai pu dire il y a quelques jours aux Françaises et aux Français que nous n'aurons pas une stratégie de vaccination obligatoire, mais qu'on cherchera à vacciner le plus grand nombre par une stratégie de conviction et de transparence. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence qu'à l'obligation. Richard Ramos, c'est pas grave, il faut assumer de dire bon bah oui, j'ai changé d'avis. Alors peut-être s'il a changé d'avis, il faut qu'il l'assume. Moi, je suis contre la vaccination obligatoire. Pourquoi ? Parce que j'estime que c'est une privation de liberté. Par contre, ceux qui ne se vaccinent pas, si on les interdit d'aller à des endroits, il faut qu'ils assument eux aussi de ne pas. C'est une privation de liberté. Ah, non, c'est pas pareil. Je veux dire, on ne sait pas, on n'a pas le recul sur les vaccins. Vous avez des gens, j'ai des proches moi qui ont été vaccinés et qui ont attrapé des maladies graves. Et donc chacun peut avoir, on n'a pas le recul. Et quelqu'un qui voudrait pas être vacciné par peur d'être vacciné, on ne peut pas l'obliger. Surtout quand il a subi dans sa famille avec des vaccins sur les hépatites des choses très graves. Et donc ce choix-là. Je pense que c'est un choix de liberté individuelle. Par contre, quelqu'un qui n'est pas vacciné, si je l'empêche d'aller à des endroits, si je l'empêche de voyager, lui aussi il doit l'assumer. C'est une façon de le rendre obligatoire. Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Tout à fait. J'assume. Non, c'est pas hypocrite. On va pas piquer les gens de force. C'est comme ça qu'on va faire. C'est pas hypocrite. Mais sur ce recul-là, vous savez très bien, on l'a vu sur les plateaux. Vous allez pouvoir demain faire de la médecine. On nous dit tout et son contraire. Ça fait 2 ans qu'on en fait. Mais je suis pas complotiste. Il y a des gens qui encore se posent des questions sur ce que peut-être... On va poser la question à quelqu'un qui fait vraiment de la médecine et qui connaît ces sujets plus que par cœur. C'est Robert Cohen qui est infectiologue, également pédiatre. Bonsoir professeur. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va vous entendre, mais d'abord quelques avis dans votre communauté, la communauté médicale. Et on va voir que les avis sont évidemment très très divers. Je pense que lever maintenant la question de l'obligation, c'est beaucoup trop tôt. Et en plus, je pense que s'il devait y avoir une obligation, il faut que ce soit une obligation sur les gens qui sont à risque de faire une forme grave. Donc s'il y a une obligation, elle doit concerner avant tout la population vulnérable. Obliger des gens en fonction de leur fonction, je pense que c'est, d'un point de vue épidémiologique, je ne serais pas pour. Je pense que ça a été imprudent de la part de l'Académie de médecine, parce que je dis, c'est du pain béni pour les complotistes et les anti-vaccins. Il faut être extrêmement prudent, il faut convaincre, expliquer. Attention à ces mots d'obligation. Au mois de décembre, on débattait de la vaccination avec 60% des Français qui ne voulaient pas être vaccinés, et puis on voit que ça a l'air de rouler. On a débattu du pass sanitaire, et ça va devenir une évidence. Donc je suis plutôt de ceux qui pensent qu'à terme, on y viendra. Et vous, professeur, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que l'obligation, c'est un moyen. Et elle peut prendre différentes forces. L'objectif, vous avez bien compris, c'est d'obtenir des taux de couverture vaccinaux qui sont suffisants pour laisser cette épidémie derrière nous. C'est simple. Soit on y arrive par la persuasion, et je pense que c'est ça qu'il faut faire et qu'il faut faire encore de façon durable, soit il faudra mettre des contraintes. Mais les contraintes, c'est ce qui a été dit par un de vos invités, c'est-à-dire il suffit de rendre le pass plus rigoureux, c'est-à-dire que, par exemple, aller à un spectacle, il faut être vacciné, aller voir un match de foot, il faut être vacciné. Tout ça, c'est ça l'obligation. On ne va pas mettre les gens en prison sur une obligation vaccinale. Qu'est-ce que ça veut dire, l'obligation vaccinale ? Ça veut dire tout simplement que le pass peut être... la place que doit prendre le pass doit être étendue. C'est aussi simple que ça. L'objectif, c'est d'obtenir des couvertures vaccinales qui sont suffisantes pour laisser cette épidémie derrière nous, et on n'y est pas. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça casse l'enthousiasme vaccinal actuel, que du coup il y a un effet contre-productif ? Moi, je crois qu'il est trop tôt, comme il a été dit, de parler d'obligation vaccinale. Pour l'instant, on vaccine tous les gens qui veulent bien se faire vacciner. Dans un second temps, se posera la question de la vaccination des adolescents, parce qu'on a déjà 2 études cliniques qui nous donnent un bon niveau d'efficacité
et a priori sur quelques milliers de malades, une sécurité suffisante. Il faut plus de malades encore que ça, plus de malades, excusez-moi, plus de vaccinés pour avoir un niveau de sécurité. Bon, et comme ça, on va avancer progressivement pour la couverture. Mais peut-être qu'à un moment, pour obtenir ce taux de couverture vaccinale qui est autour de 80%, en tout cas pour les plus âgés, peut-être qu'il faudra passer par une obligation, mais une obligation qui ne pourra passer que par le pass vaccinal. Vous savez, par exemple, on dit il y a une obligation vaccinale pour les enfants. C'est quoi l'obligation? Si votre enfant n'est pas vacciné, vous ne pouvez pas le mettre en collectivité. On ne poursuit plus les familles, on ne les oblige plus à être vaccinés, il n'y a plus une enquête sociale qui est déclenchée. Non, je crois que c'est ce qui a été dit, on ne peut pas obliger les gens à être vaccinés, mais pour faire certaines fonctions, eh ben, il faut le faire. Vous savez, moi, l'obligation des professionnels de santé, moi, j'y suis très pour. Vous savez, vous ne vous posez pas la question de savoir si un chirurgien, il va mettre des gants ou il va mettre un masque avant de vous opérer. Il doit le faire pour vous protéger. Or, aujourd'hui, on sait que les vaccins protègent de la contagion. Moi, je me dois à mes malades d'être vaccinés au même titre que je me devais et que je me dois toujours de porter un masque. C'est ce que je dois à mes patients. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Je parle sous votre contrôle, professeur. Normalement, lorsqu'on accepte des enfants en crèche et à l'école primaire, à l'école maternelle, les enfants doivent être vaccinés. Et que sinon, on ne les accepte pas. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que l'obligation de vaccin est quelque chose d'incongru dans ce pays. Ce n'est pas vrai. Et donc, il y a un moment, il faut prendre conscience du sens de la responsabilité de chacun. Oui, et l'Académie de médecine a dit l'obligation n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un gros mot. C'est peut-être pas le moment où je l'aurais prononcé, parce que si on arrive à convaincre, arriver à des taux de couverture avec une épidémie qui a une évolution très favorable, eh ben, la question se reposera. Mais ce n'est pas un gros mot, vous avez raison. Mais ça peut passer que par des contraintes plus importantes pour le pass. Et on ne va pas mettre des gens en prison. On a vu que pour bien d'autres raisons, on n'arrive pas à les mettre en prison parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Ils ne vont pas avoir d'amende pour ça. C'est pas un gros mot, professeur Cohen, mais votre confrère, professeur Berch, hier nous disait, lui, de l'Académie de médecine, disait, moi, je ne veux pas parler d'obligation, je veux parler d'exigibilité. Il essaie de retourner un petit peu les choses. Voilà, on peut exiger le vaccin pour faire ce genre de choses. Autre question sur les enfants et les adolescents, parce qu'on voit que c'est en train de monter. On peut penser que les autorités médicales européennes vont recommander la vaccination des adolescents et des enfants là dans le courant de la semaine. Quel est votre avis, professeur Cohen, vous qui nous avez toujours dit que l'école n'était pas forcément un lieu de contamination très important? Alors, aujourd'hui, les moins de 12 ans, il n'y a pas de vaccin prévu parce qu'il n'y a aucune étude chez l'enfant de moins de 12 ans. Il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Les résultats de ces études vont arriver pour la rentrée. Donc, il est vraiment trop tôt d'en parler parce qu'il faut s'assurer que ça marche. Ça va très probablement marcher. Il faut s'assurer aussi que le vaccin ait un bon niveau de sécurité, un très bon niveau de sécurité, parce que ces enfants, on l'a compris, ne risquent pas grand-chose. Donc, on ne parle pas. Les adolescents, c'est un peu plus compliqué. La maladie n'est pas très grave chez eux. Il n'y a pas beaucoup de morts chez l'adolescent. Mais si on veut retourner à une école normale, à un lycée, à un collège normal, pas en demi-jauge, pas en n'ayant pas le droit de se voir à l'école, pas en étant obligé de porter en permanence des masques et pas pouvoir se réunir, etc., il faudra envisager la vaccination des adolescents, sous une seule remarque aujourd'hui, qui est d'avoir un niveau de sécurité qui est suffisant. Il y a les quelques milliers d'enfants qui ont été inclus dans les études. Les Américains sont déjà à plusieurs millions d'adolescents, vaccinés. On va très vite savoir s'il n'y a pas d'effet indésirable grave. Et s'il n'y en a pas, il faut y aller. Parce que nos adolescents ont payé très, très, très cher cette pandémie. Ouais. Ils l'ont payé très cher sur leur santé mentale, ils l'ont payé très cher sur leur santé physique, sur leur éducation. Et imaginez-vous que nous, adultes, à la rentrée, on va dire, vous pouvez ne plus porter de masque, mais dans les lycées, dans les collèges, vous n'êtes pas vacciné, on va continuer à porter le masque, on va continuer à prendre des mesures. C'est très difficile à envisager. Merci beaucoup. On a encore un problème de certitude sur la bonne tolérance qui est théorique. Hein. On va avoir ces résultats-là. Si ces résultats sont favorables, je crois qu'il
et les adolescents et les parents seront favorables à la vaccination. Merci beaucoup, professeur Cohen, pour avoir été en direct avec nous. Au fond, Richard Ramos, vous dites la même chose, même si vous êtes contre l'obligation. On est dans l'exigibilité, quoi. Oui, je dis la même chose, mais c'est pas. Il y a quand même une différence. Je crois que le professeur l'a bien expliqué. On était sur la même ligne, et donc c'est pas tout à fait la même chose parce que quand on est capable d'imposer quelque chose, c'est qu'on est capable d'y mettre des sanctions. Et donc, c'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est le pass. Par exemple, Pour l'accès moi, au cinéma. c'est le pass vaccinal qui poussera l'ensemble de la population la vaccination en à France. pouvoir. Oui, mais personne ne vous contrôle dans la rue pour dire est-ce que vous êtes vacciné. On a sur ces vaccins-là qui ont été faits très récemment un manque de recul. Donc, on peut comprendre qu'une partie de la population ait des doutes sur le sujet. Oui. Allez, on va attendre on a eu de aussi voir beaucoup la de doutes recommandation sur des vaccins qu'on a dû des rendre autorités. obligatoires parce qu'il y avait tellement de... Oui, d'accord. Ça viendra. Je ne dis pas, moi je ne suis pas une fanat de l'obligation, je pense qu'il faut d'abord la conviction. Moi aussi. Mais après, quand on touche un plafond, et c'est là que le problème va se poser. C'est ce que disait Gabriel Attal. Quand on dit que c'est obligatoire en France, c'est jamais le goulag si vous avez pas... Mais vous voyez, peut-être qu'on a, grâce à des émissions comme ça, on a progressé. Il y a quelques mois, on était tous les Français contre la vaccination, et on voit bien qu'aujourd'hui, on essaie d'avancer. On essaie d'avancer. Qu'il était contre, c'est qu'il n'y avait pas de vaccin. Les choses ont changé entre-temps. Allez, on va maintenant revenir sur l'un des autres faits d'actualité de ces 2 derniers jours qui concerne le procès de Bernard Tapie, parce que vous savez que le procès se déroule en ce moment, procès en appel sur l'arbitrage Adidas. Et c'est un procès qui se déroule désormais sans Bernard Tapie. Et oui, ça paraît un peu incongru, mais c'est comme ça, parce qu'à cause de son état de santé et de nouveaux traitements qu'il doit recevoir, il avait demandé à ce que l'audience soit repoussée, et la Cour a dit non. Et Nivine Potros va nous expliquer juridiquement, Nivine, s'il vous plaît, et pas médicalement évidemment, ce qui s'est passé. Et puis ensuite, on retrouvera Laurent Tapie, le fils de Bernard. Alors effectivement, les avocats de Bernard Tapie, mais également ceux de Maurice Lantourne, qui est son ancien avocat, ont donc demandé hier le renvoi du procès pour Bernard Tapie pour des raisons médicales. Il doit subir une intervention prochainement. Pour Maurice Lantourne, parce qu'il ne veut pas être jugé sans son ancien client. Mais les 3 juges de la Cour d'appel ont refusé cette demande, car le renvoi aurait été contraire au respect du délai raisonnable auquel les prévenus ont droit. Autrement dit en français, il n'y a pas de créneau disponible avant avril 2022, d'où ce renvoi. Alors les avocats, ils ont également demandé une disjonction judiciaire. En fait, c'est une procédure administrative qui permet de juger seulement les prévenus présents ou représentés. Ça permet surtout de renvoyer l'audience ultérieurement. Mais cette demande, elle a également été refusé. Bien, ce que les avocats de Bernard Tapie ont fait est très simple. Ils ont quitté la salle d'audience et ils ont décidé de se pourvoir en cassation pour atteinte portée au respect du procès équitable. D'autant plus qu'il y a une jurisprudence en la matière de la Cour de cassation, mais également de la Cour européenne des droits de l'homme. Vraisemblablement, ils vont obtenir gain de cause. Ils vont donc faire annuler le procès qui se tient en ce moment sans Bernard Tapie et sans ses avocats, dans quel cas il faudra un nouveau procès. Vous l'avez compris, on est loin d'une fin de ce feuilleton judiciaire qui dure depuis près de 30 ans. Oui, effectivement, ça n'est pas encore le dénouement, loin s'en faut. Merci beaucoup, Nivine. Et bonsoir, Laurent Tapie. Merci d'être avec nous et de nous répondre. Alors, racontez-nous un peu maintenant de l'intérieur. On a vu le côté juridique, mais de l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai accompagné mon père, je l'accompagne très régulièrement pour ses séances de chimio. Donc, ce matin, je l'ai accompagné à la Pitié pour sa séance de chimio. Et c'est quand il est ressorti de sa séance qu'il m'a dit que le tribunal avait rejeté la demande de report du procès. Ce qui, moi, m'a évidemment énormément surpris et affecté. Et lui aussi, il a pris la nouvelle, il a pris un coup, comme on dit, mais... il n'était pas si surpris que ça, tellement l'attitude de la Cour a été depuis le début de cet appel vindicative et presque même agressive, très à charge. Donc c'est dans la lignée. Quel motif a donné la Cour pour justifier ce refus ? Alors, elle a donné 2 motifs. Un qui était de dire que si on reporte, il n'y aurait pas de créneau avant avril 2022. Ça, on veut bien l'entendre, mais c'est à la justice de s'organiser compte tenu des délais qu'elle a déjà mis dans cette affaire. On en est à 10 ans depuis la remise en cause de l'arbitrage et on en est à 27 ans depuis l'affaire de la vente d'Adidas. Donc, si la justice est lente, ce n'est pas aux gens qui sont malades d'en subir les conséquences. Et la deuxième raison, celle-là, elle est encore
bien plus pernicieuse, je trouve, et plus choquante encore, c'est qu'elle a dit que la présence de mon père n'était pas nécessaire dès lors qu'il avait déjà pu donner ses arguments lors de la première instance. Alors là, on ne comprend pas, parce que l'objet de refaire un procès en appel, c'est qu'il y ait un nouveau procès. Si c'est pour se contenter de reprendre les déclarations du premier, on n'a pas besoin de refaire un procès dans ce cas-là. Donc je pense que c'est assez grave, parce que ça veut dire de deux choses l'une, soit qu'elle a déjà pris sa décision dans le sens d'une relaxe et qu'elle n'a pas besoin d'écouter. Bon, si elle prononce comme la première fois une relaxe, tant mieux, à la limite que mon père n'ait pas à y assister et qu'il puisse se soigner. Si c'est le contraire et qu'elle a l'intention de prononcer autre chose qu'une relaxe, elle devra le faire nécessairement sur des éléments nouveaux, parce que dans la première instance, tout avait été extrêmement bien cadré dans le jugement qui a été rendu. Et dans ce cas-là, par définition, c'est qu'il n'aura pas pu se défendre si c'est des éléments nouveaux, puisqu'il n'était pas là, il ne sera pas là. Voilà, donc je trouve cette décision, comme beaucoup de monde, pas que moi, extrêmement choquante. Et vous savez, la justice, c'est notre affaire à tous, c'est pas juste la famille Tapie. Tout le monde est injusticiable et c'est anormal qu'il y ait des décisions comme ça. Ça va à l'encontre du droit fondamental des gens à se défendre et à assister au procès, surtout quand ils en sont le protagoniste principal. Et pourquoi ne pas demander aux avocats? Est-ce que c'est Bernard Tapie lui-même qui a dit, si c'est la décision qui est prise, je ne veux pas que vous restiez? Non, il n'a pas dit « je ne veux pas que vous restiez ». Les avocats eux-mêmes ont dit qu'ils ne voulaient pas rester. Maître Thémy m'a dit qu'il n'était pas là pour répondre à la place de son client. Il peut le défendre, c'est une chose de le défendre, c'est une autre chose de répondre. On est en plus là dans le débat contradictoire. Je vais vous donner une comparaison. Il faut que vous sachiez que dans le procès de Charlie Hebdo, on parle d'un procès de terrorisme, d'assassinat, où à la fin du procès, alors que le débat contradictoire était terminé, il s'agissait simplement de faire les plaidoiries finales. Les conditions du Covid, etc., ont fait que ça n'a pas pu être fait et que le garde des Sceaux a émis une ordonnance pour dire, eh bien, si on finissait le procès en visioconférence, eh bien, toutes les parties, y compris les avocats de la partie civile, ont refusé et le Conseil d'État a annulé cette ordonnance en disant que c'était contraire au droit qu'il n'y ait pas tous les protagonistes présents physiquement ensemble pour un procès. Ça, c'était pour Charlie Hebdo. Et le tribunal de la Cour d'appel de Paris connaît évidemment très bien cette décision. Vous voyez, quand il s'agit des terroristes de Charlie Hebdo, on prend ces dispositions-là. Quand il s'agit de mon père, on estime que c'est pas grave, il n'a pas besoin d'être là. Ce qui vous fait dire qu'il y a un traitement particulier en défaveur de votre père? Dans le cas d'espèce, c'est très clair. Et c'est même apparu dans la façon de mener les débats, puisque même Le Monde, dont on ne peut pas soupçonner qu'il soit tendre avec mon père depuis des années, où ils écrivent des articles extrêmement à charge, a relevé que, incontestablement, c'était un tribunal qui était à charge dans la façon de mener les débats. Laurent Tapie, pendant que vous parlez, on a vu notamment des extraits de l'interview que Bernard Tapie a donnée au journal de 20h de TF1 il y a seulement quelques semaines. À ce moment-là, il a donné une image de battant. C'était quelques jours après l'agression dont lui et votre mère ont été victimes. Quel est son état physique aujourd'hui? Est-ce qu'il est très différent de celui qu'on a vu ce jour-là? Alors d'abord, il faut distinguer deux choses avec mon père. Il y a l'état physique dans lequel il est quand il est face à une caméra, face à une cour, c'est-à-dire quand il doit réfléchir, répondre, où là, il a des capacités inouïes d'aller chercher des ressources qui font qu'il apparaît toujours avec une énergie incroyable. Et puis, il y a son état physique normal, quotidien, de tous les instants, qui là est vraiment, depuis le début de la maladie, on est dans le plus gros creux qu'on ait vécu. Il vient d'enchaîner sur quelques jours une opération où on lui a ouvert toute la joue pour lui gratter des tumeurs cancéreuses sous la peau. Il a une tumeur au cerveau qui doit être soignée, ça a commencé déjà par radiothérapie. Il en a 2 dans les reins qui doivent être soignés par cryogénie. Il en a encore dans d'autres endroits du corps. Là, il y a l'immunothérapie, de la chimiothérapie. Donc, il reçoit un nombre effrayant de traitements, mais c'est nécessaire pour qu'il ait une chance de s'en sortir. Mais il est extrêmement fatigué. Il garde malgré tout la même énergie pour se battre sur le plan judiciaire, sur le plan de son procès. Ça reste le combat de sa vie? Ça restait. À partir du moment où on refuse qu'il puisse prendre un délai pour assister au débat, là, il n'est pas en train d'essayer de se battre. C'est acté. Voilà. Ce tribunal a acté le fait qu'il ne voulait pas accorder un report. Et donc, ça continuera sans lui. Réaction autour de la table, Marie-Noëlle Lienemann. Écoutez, moi, au regard de ce qu'on nous dit, je ne suis pas dans le secret du jugement.
je comprends pas l'attitude du tribunal comme ça, dit comme Cour. ça, de la Cour en tout cas. Oui. Pourquoi les délais qui seraient trop longs, c'est en général pour protéger la personne qui soit victime, en l'occurrence le ministère public, qui peut prendre un peu de délai, ou que ce soit plutôt pour protéger la personne qui est mise en cause, si c'est elle-même la personne qui est mise en cause, qui pour des raisons médicales, objectives, demande un rapport, enfin, on comprend mal. Après, l'argumentaire de il n'a pas besoin d'être là, mais je m'excuse, c'est le principe d'un procès d'être là, franchement. Sauf quand vous décidez que vous n'avez rien à dire et que vous êtes absent. Mais, franchement, je ne comprends pas. Et je pense que ça donne un sentiment d'une justice inhumaine. Ça, c'est pas bon, parce qu'il y a déjà des doutes sur notre système judiciaire en France. Et il faut donner le sentiment qu'à la fois elle est humaine et qu'elle est juste et qu'elle a la sérénité de ses débats. Ça ne donne pas cette impression. Mais je n'ai pas tous les éléments techniques en main. Est-ce que cette décision, elle est définitive, Laurent Tapie, ou pas? Oui. À partir du moment où ils ont refusé, que je sache, je ne suis pas un spécialiste du droit, mais elle n'est pas en hésitation. Elle a donné sa décision, que le procès aille à son terme, même sans mon aide. Jacques Millard. Écoutez, c'est assez étonnant. Et je comprends parfaitement la colère de Laurent Tapie. Ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, ils vont à l'annulation du procès tôt ou tard. Oui. Parce que si c'est tel qu'on nous le rapporte, c'est une faute magistrale. Mais il y a quelque chose qui me frappe bien davantage. C'est que à un moment, on disait on va à l'arbitrage parce que c'est rapide, etc. Là, vous avez la preuve démontrée que l'arbitrage, c'est-à-dire l'arbitrage privé, ça coûte cher, ça dure, et ensuite ça revient devant les juridictions nationales pour l'exéquatur ou l'annulation. Et donc c'est exactement aux antithèses de ce qu'on avait défendu passé un moment, et j'ai été notamment à la CNUTSI où on avait élaboré, je dirais, le guide d'âne de l'arbitrage. Et donc aujourd'hui, je dis aux entreprises, n'allez pas à l'arbitrage, ça va vous coûter très cher et à la fin, ça va durer des années et des années. Et là, vous en avez l'exemple. Laurent Tapie, vous nous avez dit que votre père devait subir d'autres... Excusez-moi, Oui, allez-y. Juste une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est mon père qui a créé cette jurisprudence, parce que jusqu'à 2008, plutôt jusqu'à 2011, puisque c'est en 2011 que l'arbitrage a été remis en cause, pour la première fois, juste avant l'élection de François Hollande. Jusque-là, non seulement l'arbitrage était un moyen rapide, efficace et sans suite judiciaire qui était reconnu et pratiqué, mais en plus, la France était un des pays les plus cités et modèles dans le domaine. Le fait d'avoir cassé cet arbitrage depuis a complètement fichu en l'air ce moyen qui Laurent était... Tapie, vous n'êtes pas les seuls. Parce que pour exécuter l'arbitrage, il faut l'exéquatur. Et donc, l'exéquatur, on revient devant les juridictions nationales, et là, c'est parti. Alors, refaisons pas la procédure autour de l'arbitrage. Si vous le voulez bien, je voudrais terminer avec une dernière question, Laurent Tapie, sur l'état de santé de votre père. Est-ce que les opérations qui arrivent pourraient tout de même lui permettre de reprendre éventuellement le cours des débats un petit peu plus tard? Ou bien est-ce que là, il est parti pour un long séjour à l'hôpital? Mais non, mais je crois que vous n'avez pas compris ce qu'a décidé le tribunal. La question ne se pose plus de savoir s'il sera en mesure de reprendre les débats plus tard, puisque c'est acté qu'ils vont aller au bout du procès sans lui. Donc que sa santé aille mieux ou pas, le bout est prévu quand? Voilà, ce sera terminé. D'accord. Parce que le procès, pour ce qu'on en sait, doit durer encore combien de temps? Il reste encore entre 2 et 3 semaines de procès, visiblement. Ouais, effectivement, donc ça change effectivement toute la donne. Merci beaucoup Laurent Tapie pour avoir été ce soir avec nous en direct dans Le Grand Soir et nous avoir dit ce qui s'était passé précisément du côté de ce procès en appel et nous avoir également tenu informés de l'évolution de la santé de votre père. On va y revenir évidemment dans quelques instants dans Le Grand Journal du Soir. C'est parti.